Au nord-ouest de l'Australie, dans l'archipel de Dampier, des archéologues sont en train de déchiffrer l'un des plus grands livres d'histoire jamais écrits par l'homme. Une histoire gravée dans la pierre, qui pourrait bien disparaître. La Terre a créé ici, il y a des millions d'années, cet étrange amas de roches rouges. Dans ce paysage accidenté, les premiers habitants de l'Australie, les aborigènes, ont laissé leur empreinte. Il y aurait ici 1 million de motifs, gravés au fil du temps pendant 50 000 ans. Un patrimoine unique, aujourd'hui menacé. Regardez, c'est extraordinaire. On voit ici, gravé sur le rocher, ce grand poisson. Et puis là, juste à côté des quadrupèdes, il y en a comme ça un petit peu partout sur l'ensemble de ces grands massifs qui sont littéralement constellés de ce que l'on appelle des pétroglyphes. C'est un lieu extraordinaire. On y trouve des tas d'espèces représentées, passées, présentes, des kangourous, des émeus, etc., etc. C'est la plus grosse concentration au monde de ce type de vestiges. C'est tout bonnement extraordinaire. Mais il suffit de se retourner pour se rendre compte du problème. Des usines de traitement de produits chimiques, de fertilisants, qui non seulement grignotent petit à petit le territoire occupé par les pétroglyphes, mais aussi malheureusement rejettent des contaminants qui affectent considérablement l'environnement. Depuis 5 ans, des archéologues travaillent sans relâche pour décrypter ce grand livre de pierre. Car, grâce à ces pétroglyphes, c'est une histoire méconnue que Joe McDonald et son équipe veulent retracer. Celle des premiers Australiens, depuis leur arrivée sur le continent il y a 50 000 ans, jusqu'à leur colonisation par les Européens. Est-ce qu'on pourrait dire que cet art rupestre est quelque chose de fondamental dans notre compréhension de la culture aborigène ancienne? Oui, l'art rupestre nous renseigne sur la façon dont les hommes ont vécu dans cette partie de l'Australie pendant 50 000 ans. Car une fouille récente nous indique qu'ils sont arrivés ici il y a 50 000 ans. C'est capital pour nous de pouvoir documenter cette période, pour comprendre comment l'homme a vécu ici. Au fil du temps, il a gravé dans la pierre ses centres d'intérêt. Il y a une urgence, une certaine pression qui s'exerce ici sur votre travail? Tout à fait. Dans les années 60, quand il a été décidé d'installer des industries ici, on ignorait totalement qu'il y avait un patrimoine aussi incroyable. L'archéologie est une discipline très récente en Australie. On commence seulement à réaliser la richesse archéologique du continent. L'art rupestre de cette partie de l'Australie a été négligé jusque très récemment. Nous espérons que notre travail va permettre de montrer l'importance de ce site pour qu'il soit protégé. L'industrie ne peut pas continuer à se développer ici. C'est totalement inapproprié. 10 000 pétroglyphes ont déjà été détruits par les industries. C'est une perte irrémédiable pour la culture aborigène. Lorsque les colons européens débarquent sur ce territoire, au XIXe siècle, ils considèrent ces aborigènes comme des sauvages. Ces tribus de chasseurs-cueilleurs, qui ne connaissent pas l'agriculture, ne possèdent rien, ne stockent rien. Leur mode de vie est pourtant parfaitement adapté aux défis posés par leur environnement inhospitalier. Leur cosmogonie, appelée le temps du rêve, repose sur l'harmonie des êtres et de la nature. Comment ce peuple a-t-il traversé le temps? Jamais les colons ne cherchent à connaître leur histoire. Mais les aborigènes, qui n'ont pas d'écriture, ont laissé ces indices dans la pierre. Aujourd'hui, les aborigènes ne pratiquent plus cet art rupestre. Kenny Diamond est devenu gardien du parc national pour protéger cet héritage
et comprendre le passé de son peuple. Quelle serait la signification de tout cet art rupestre selon les croyances traditionnelles aborigènes? Certains dessins nous parlent du temps du rêve. D'autres nous donnent des indications, nous indiquent des directions où nous pouvons aller, quels animaux nous pouvons chasser, quel type de pierre on utilise pour faire des outils. Tout est écrit dans le rocher. Tout ce qu'ils ont vu, mes ancêtres l'ont dessiné. C'est comme une Bible. Ils n'avaient pas de stylo ni de papier, alors ils ont tout gravé dans le rocher. Pour décoder cette Bible de pierre, les archéologues ont commencé par tenter d'en saisir la chronologie. Ken Mulvaney a mené cette première étape de l'enquête. Regarde ici. On commence à découvrir des gravures. Il y a des figures géométriques et des animaux. Regarde le poisson là, sur cette roche. La datation de tous ces pétroglyphes, c'est un véritable défi. Comme tu le sais, dater les pétroglyphes est extrêmement problématique. Lorsque des pigments, des charbons ou des matières organiques sont utilisés pour fabriquer des images, des peintures, on peut les dater au carbone 14. Mais ici, les motifs ont été gravés, ciselés dans la pierre. Donc on les date de façon relative grâce à leur usure. Plus elles sont anciennes et plus elles ont été érodées. Plus elles sont récentes et plus elles sont contrastées. En observant toutes les espèces représentées, l'archéologue a découvert que les plus anciennes gravures représentaient de grands animaux terrestres, comme le kangourou géant, l'émeu, le tigre de Tasmanie, des animaux qui ont aujourd'hui disparu. Puis, cette faune semble avoir totalement changé. Ici, on a une paire de tortues qui sont beaucoup plus contrastées que le kangourou que l'on voit en dessous. Tu peux voir que leur usure est différente. Donc ceci me fait penser que le kangourou a été dessiné en premier. Puis 4 ou 5 000 ans plus tard, ces tortues ont été ajoutées. Ok. Et donc ça signifie qu'il y a un changement dans la faune locale? Oui, il y a 50 000 ans, quand les premiers hommes sont arrivés en Australie, il y avait des animaux comme les kangourous géants ou les émeus, et les gens s'en nourrissaient. Ensuite, on voit apparaître dans les motifs les plus récents des poissons, des crabes. On a aussi des requins, des baleines, des dugongs. La faune marine arrive dans l'art. Donc on en déduit qu'il y a eu un basculement d'un environnement terrestre à un environnement maritime. Les pétroglyphes suggèrent donc que les aborigènes ont vécu un changement radical d'environnement. Que s'est-il donc passé ? Grâce à une opération de prospection sous-marine et à une vaste campagne de LIDAR, la technologie de télédétection laser aéroportée, les scientifiques ont établi que les aborigènes de cette région avaient connu la dernière période glaciaire, à la suite de laquelle, il y a 20 000 ans, le niveau de la mer est monté. Joe m'emmène dans sa maison de fouille pour me montrer comment, grâce à ces informations, elle a pu modéliser une carte de ce bouleversement. Comme tu peux le voir, sur cette carte, la ligne de côte est loin. Puis on a des collines qui se transforment en îles. Tu peux voir comment la côte avance avec le temps. Quand les hommes sont arrivés dans cette région, il y a 50 000 ans, la côte était à 160 km de là où elle est aujourd'hui. Le territoire des aborigènes de cette partie de l'Australie s'est donc transformé. Entre moins 50 et moins 20 000, c'était un désert. Puis la mer est montée, et ce désert est devenu un chapelet d'îles, il y a 6 000 ans.
C'est cette transformation qui est illustrée par les pétroglyphes. Donc c'est un changement colossal d'environnement pour ces hommes. Oui, tout à fait. Non seulement leur territoire se réduit, mais les températures changent avec cette montée des eaux. Donc les hommes ont dû s'adapter à ce changement important de leur environnement. Joe s'est penché sur les étapes de cette adaptation, en commençant par les tout premiers temps, lorsque le territoire de ces hommes était encore un désert. Pour cela, elle a mené des fouilles sur les îles de l'archipel. Car ces confettis de terre sont tout ce qu'il reste de ce désert. Au petit matin, nous partons pour l'île de Rosemary. C'est là que Joe a retrouvé la trace des plus anciens aborigènes, ceux qui vivaient ici avant que l'environnement ne change. Avant la montée des eaux, cette île était une montagne. D'ici, on peut bien imaginer ce à quoi ce territoire pouvait ressembler avant la montée des eaux. Là, bien sûr, l'océan nous entoure. Mais on voit bien qu'avant, c'était une plaine très plate. Les îles étaient des points hauts qui surplombaient cette plaine. On le ressent bien ici. Donc on doit imaginer qu'ici, là où on voit la mer, c'était en réalité une grande plaine désertique que l'on pouvait traverser à pied. Exactement, et très sablonneuse, comme un désert. Aujourd'hui, c'est un joli désert marin, juste ponctué d'îles, mais c'était un vrai désert de sable pendant très longtemps. Joe a démontré que dans ce désert, avant la montée des eaux en moins 20 000, les aborigènes n'étaient pas attachés à un territoire. Ils parcouraient d'immenses distances. Elle peut aujourd'hui l'affirmer, car des archéologues ont découvert des visages, peut-être les plus anciennes représentations humaines de la planète, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, dans la région du Queensland. Des visages identiques ont été identifiés dans le centre de l'Australie. Et Joe a retrouvé les mêmes représentations gravées dans les roches de la région. Et donc le fait de trouver ces visages archaïques comme ça disséminés sur de très très grands territoires signifie que ces gens voyageaient et parcouraient ces très longues distances dans des temps très anciens déjà. Oui, c'étaient de grands nomades, des gens du désert capables de se déplacer sur d'immenses distances, et les visages au style identique, découverts à des milliers de kilomètres, nous indiquent l'existence de liens sociaux très anciens. Et a-t-on une idée de leur motivation? Pourquoi est-ce qu'ils parcouraient d'aussi longues distances? Nous pensons qu'à cette époque-là, où le climat était particulièrement sec et aride, avant la montée des eaux, l'eau potable était difficile à trouver. Donc les gens devaient se déplacer pour trouver de l'eau. Et ces motifs nous indiquent quelle distance ces hommes parcouraient à cette époque. Joe est arrivé à cette conclusion car à proximité des gravures de visage, elle a trouvé des indices qui prouvent qu'avant la montée des eaux, les hommes venaient jusqu'ici pour s'abreuver. Bon, je t'accorde que ce lieu n'est pas très impressionnant, mais il est important pour nous, car il y a cette croûte de carbonate de calcium qui nous prouve que cet endroit était très humide auparavant. Il devait y avoir ici des sources et un trou d'eau. Nous avons fait analyser cette croûte. Elle date de moins 38 000. Donc cela veut dire que ce trou d'eau était actif bien avant la montée des eaux. C'est pour cela que les gens se déplaçaient dans le désert, jusqu'ici. Ces trous d'eau, aujourd'hui disparus, étaient donc indispensables à ces grands nomades pour survivre dans le désert. Mais comment pouvaient-ils les localiser dans cet immense territoire? Ce sont encore les pétroglyphes qui ont mis les archéologues sur la voie. Ces assemblages de cercles ont été déchiffrés avec l'aide des aborigènes dans les années 70. Plusieurs ont été retrouvés sur le continent. Joe en a dessiné une reproduction. Tu vois ici, ils ont représenté différents types de trous d'eau. Ici, il y avait de l'eau en permanence. Cela était moins permanent, et ceci étaient certainement des lieux où il y avait de l'eau uniquement après les pluies. Ces lieux avaient des noms différents.
Et dans les chants traditionnels, les paroles nous disent comment les ancêtres se déplaçaient d'un trou à l'autre. Donc c'est une sorte de GPS aborigène. On a la carte et on a les commentaires. Oui, c'est un GPS d'avant l'ère digitale. Comment ces nomades, qui ne vivaient que de chasse et de cueillette, se sont-ils adaptés à la montée des eaux? Leur monde s'est réduit et leur mode de vie a changé. C'est la conclusion à laquelle Jo est parvenue. Elle m'entraîne dans le centre de l'île. Ici, elle a mis au jour des structures ovales, constituées de centaines de rochers empilés, associés à des pétroglyphes de faune marine, preuve que l'eau a commencé à monter. Cette découverte a été fondamentale pour l'enquête de Jo. C'est l'une des découvertes les plus fascinantes que nous avons faites. Ces arrangements de pierre sont en fait des structures domestiques très anciennes. Il devait y avoir au-dessus un système, peut-être des pieux avec du balsa pour faire de l'ombre et se protéger du vent. Nous avons retrouvé beaucoup de traces de vie domestique ici, des traces de meulage, des outils, des poubelles. Grâce à ces restes alimentaires, Jo a pu dater cet habitat. Nous savons que les gens vivaient ici il y a 8500 ans. Il s'agit donc d'une des structures domestiques les plus anciennes d'Australie. Et cela nous explique comment les hommes ont réagi à la montée des eaux. Comme leur territoire se réduit, ils commencent à s'y attacher. Des structures domestiques, un village, est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné le nomadisme? Non, on pense qu'ils étaient toujours chasseurs-cueilleurs, qu'ils avaient toujours une vie relativement nomade. Mais ceci prouve qu'ils s'arrêtaient pour passer du temps dans ces structures. On voit que pour la première fois, une vie collective était organisée dans ces habitats. S'arrêter, s'ancrer dans un territoire. Jo a découvert que plus la mer est montée, plus le phénomène s'est amplifié. L'un des indices qui lui a permis d'avancer sur ce point se trouve cette fois sur l'île de West Intercourse. Pour atteindre notre but, il faut traverser la mangrove. Puis, Jo m'emmène au pied d'une étrange colline. Ah ouais, c'est énorme. En m'approchant, je me rends compte qu'il s'agit d'un gigantesque amas de coquillages. Ce site date des 4000 dernières années. C'est le moment où les chasseurs-cueilleurs deviennent encore un peu plus sédentaires. Ils s'installent ici pour de longues périodes et s'attachent à ce lieu. Ils y jettent les déchets de façon répétée. Donc ils campaient là de façon semi-permanente. Autour de nous, ces autres tas de coquillages montrent que ce n'est pas un événement isolé. Cela indique un changement dans la façon dont les hommes envisagent leur territoire. Ils vivent ici en groupe, de façon quasi permanente. La quantité est vraiment impressionnante. On a du mal à imaginer que c'est un seul groupe, mais sans doute plusieurs qui sont rassemblés ici pour consommer tous ces coquillages. Oui, je pense qu'il s'agit de vestiges de réunions de tribus locales. L'art rupestre nous montre que de nombreux groupes venaient ici. Ces millions de repas, ces milliers de coquillages montrent une intense activité de réunion et de fêtes. Donc oui, je pense que c'est vraiment une preuve extraordinaire de la façon dont le mode de vie des hommes a évolué durant cette très longue période. Désormais attachés à leur territoire, les aborigènes vont continuer à vivre selon les principes du temps du rêve, en harmonie avec leur nouvel environnement pendant 6 millénaires. Un équilibre qui va être balayé par un cataclysme dont Ken a retrouvé la trace sur l'île d'Enderby. Regarde, c'est ce pétroglyphe que je voulais te montrer. Il est très fin, mais très significatif. C'est pratiquement l'un des seuls pétroglyphes qui nous parle de la rencontre avec les Européens.
Tu vois ici, on a la coque, la proue, là, le mât du bateau. Et même l'eau est représentée. Ceci colle parfaitement avec la description que l'on a d'un bateau qui a accosté juste derrière nous, dans la baie, en 1818. Non, car la forme du gréement et le pont avant, que tu vois ici, sont identiques à ceux du Mermaid, le vaisseau de Philip Parker King, qui battait pavillon anglais et qui a accosté ici, en 1818. Ce qui permet à Ken d'être aussi affirmatif, ce sont les écrits de l'expédition, et surtout cette aquarelle, réalisée par Philip Parker King. Il y représente son bateau, mouillant précisément dans la baie d'Enderby en 1818. Ce bateau a donc été dessiné sur cette île par les Anglais et par les aborigènes. Donc c'est en quelque sorte l'un des premiers pétroglyphes historiques. Exactement. Les contacts ont été nombreux, mais la véritable colonisation de cette région a eu lieu en 1863. Après cette date, cela a été un véritable désastre pour les gens d'ici. Pourtant, si l'on en croit les récits historiques, la rencontre aurait pu bien se passer. Les aborigènes pensent que ces étranges hommes blancs sont peut-être leurs ancêtres, et ils les accueillent comme tels. Mais la bienveillance est de courte durée. L'alcool devient une monnaie d'échange et provoque la violence. Les colons, majoritairement des hommes, n'hésitent pas à exploiter sexuellement les femmes. Les affrontements deviennent inévitables. En 1868, les aborigènes de la région de Dampier sont exterminés lors du massacre de Flying Foam. La communauté de chasseurs-cueilleurs de l'archipel disparaît. Ils ne graveront plus de pétroglyphes. Le grand livre de pierre se referme. Ce soir, Joe et Ken m'emmènent dans un lieu qui leur tient à cœur. Ce site sacré de pierre dressée a été érigé par les aborigènes il y a des millénaires. Aujourd'hui, c'est devenu le mémorial du massacre de Flying Foam. Face aux usines qui menacent aujourd'hui ce patrimoine, l'engagement des deux archéologues s'exprime pleinement. Cet endroit donne vraiment du sens à ce que nous faisons, du sens à l'archéologie. Et je trouve que c'est de ma responsabilité d'archéologue de mettre mes connaissances et mon savoir de scientifique au profit de la défense d'un lieu aussi fantastique que celui-ci. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à y travailler, tu sais, mais je me sens aussi investie d'une responsabilité. But how to protect this jewel? Nous avons ici un lieu qui a une importance universelle, car nulle part ailleurs dans le monde n'existe une concentration aussi importante de pétroglyphes que celle de cet archipel, et qui sont, qui plus est, associés à des monuments sacrés comme celui-ci. Et je crois vraiment que le gouvernement australien a l'obligation de présenter ce site à l'UNESCO pour qu'il soit classé comme patrimoine de l'humanité. C'est la seule façon de le préserver pour les générations futures.